Donc, je remercie, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis. Je remercie donc les administrateurs de la Société française d'histoire de la médecine de m'avoir invité. Ils l'avaient fait il y a 30 ans et j'avais parlé à ce moment-là de cinquantenaire de la découverte de la streptomycine. 30 ans ont passé, mais aujourd'hui, je vais pouvoir vous parler de cette streptomycine un petit peu sous un autre angle. D'une part, je vais vous parler de celui qui a découvert la streptomycine et que personne ne connaît, semble-t-il, ainsi que de Robert Debré, dont on parle beaucoup, mais on oublie totalement que c'est lui qui a mis au point le traitement de la méningite tuberculeuse, et ça mérite vraiment qu'on en parle beaucoup. Et puis, je vais vous donner des indications sur cette révolution thérapeutique qui a constitué la streptomycine au sortir de la dernière guerre mondiale. Alors, le 24 mars 82, Koch découvre la cause de la tuberculose. C'est un bacille. On ne le savait pas. On pensait généralement que c'était plutôt une maladie héréditaire. Ceci change complètement dans les concepts, puisque finalement, au lieu de considérer c'est un problème d'hérédité, c'est un problème de contagion. Et donc, normalement, tous les réflexes devraient changer. On va voir qu'il y aura de très nombreuses réticences par rapport à cela. Quand Robert Koch sort de sa bibliothèque et annonce la nouvelle, comme vous voyez, les chapeaux se lèvent, ce sont vraiment les félicitations soutenues. Alors, Robert Koch a découvert la tuberculose, la cause de la tuberculose. Il reçoit un prix Nobel en 1905 pour cette découverte, mais ceci ne suffit pas. Comment éviter la tuberculose? Ce sont les Français, Calmette et Guérin, qui vont travailler pendant 3 ans pour mettre au point un vaccin. Ce vaccin, ça va consister à modifier en quelque sorte la virulence du bacille de Koch en faisant des repliquages nombreux sur des milieux de culture. Et on va aboutir ainsi à un vaccin qui va être administré par voie buccale. Les Scandinaves vont beaucoup se servir de ce vaccin. La tuberculose va devenir très rare dans on va dire le nord de l'Europe, mais il va y avoir un problème, c'est qu'en Allemagne, il va y avoir un drame. C'est-à-dire qu'on va à Lübeck donner ce vaccin à de très nombreux nouveau-nés, et comme vous le voyez là, sur 256 nouveau-nés, il va y avoir 77 morts, et ce qui vous est un peu caché, il va y avoir énormément, énormément de malades. Ça jette un froid total, et un certain nombre de gens vont devenir très sceptiques par rapport à l'utilisation du BCG pour se protéger de la tuberculose. Et Koch croyait avoir découvert un traitement vrai de la tuberculose avec sa tuberculine, mais en réalité, c'est totalement inefficace. Il va falloir attendre 1943 pour que Waxman, avec un étudiant, Albert Schatz, qui est resté seulement 3 mois dans son laboratoire, va découvrir la streptomycine. Cette streptomycine, eh bien, elle va être le premier antituberculeux et c'est une révolution totale. On va revenir sur cette question-là. On va plutôt aller maintenant découvrir qui est Waxman. Waxman, on dirait aujourd'hui, c'est un Ukrainien. Il est né dans un petit village à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Kiev et il a eu énormément de malheurs dans son enfance. Il a perdu sa petite sœur d'une diphtérie. Il a perdu, quand il avait une quinzaine d'années, sa mère qu'il adorait, est décédée d'une occlusion intestinale. Et ce pauvre Selman Waxman était pratiquement abandonné par son père. Mais lui, il avait vraiment envie de poursuivre des études. Et d'ailleurs, sa mère lui faisait donner des cours particuliers tout au long de son enfance et de son adolescence. Donc, il va aller dans le lycée d'Odessa, le lycée du Duc Richelieu, et voici le portrait de Waxman à l'époque. Alors, voyant ce qui est arrivé à ce moment-là en Russie, c'est-à-dire la persécution par les tsars de toutes les familles juives. N'oublions pas que Waxman avait un grand-père qui était rabbin, lui-même était un juif, et donc il a émigré aux États-Unis. Aux États-Unis, il est arrivé à Philadelphie, où il a retrouvé des cousins qui étaient là depuis une dizaine d'années, qui eux aussi avaient émigré et qui possédaient une petite ferme à Metuchen, une petite ferme qui
ça plaisait beaucoup à Waxman. Lui qui aimait beaucoup la campagne, il s'est mis à faire des travaux de la ferme. Mais arrivé à l'automne 1910, il est allé voir à New Brunswick s'il ne pourrait pas poursuivre des études parce qu'il avait une idée en tête dont on va parler, une idée de faire de la biologie, comprendre un phénomène qui est lorsqu'on met des déchets sous terre, pourquoi ils se décomposent. Alors, il est allé voir Jacob Lippmann, et alors qu'il avait déjà des bourses pour pouvoir faire des études en médecine, Jacob Lippmann, qui était le doyen, l'équivalent d'un doyen de ce collège d'agriculture, lui a dit non, 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 venez donc chez moi et vous allez faire des études qui vont beaucoup vous servir et avancer vos interrogations. Et en effet, Waxman s'est mis à creuser la Terre, mais de façon très, très méthodique, à étudier les micro-organismes qu'on pouvait trouver, tranche par tranche, 10 cm en 10 cm, jusqu'à une cinquantaine de centimètres de profondeur. Et à comparer les micro-organismes qu'on trouvait étage par étage, mais aussi à comparer les micro-organismes qu'on pouvait trouver dans d'autres terrains. Alors, cette méthode était extrêmement importante, bien entendu complètement novatrice, ça n'intéressait pratiquement personne. Seulement, Lippmann était quand même à l'écoute de Waxman. Et donc, Waxman a eu les premières satisfactions. Première satisfaction, c'est qu'il a trouvé une espèce de micro-organisme filamenteux très bizarre qu'il a montré à Lippmann, qui dit oui, bah, on voit ça des fois, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, il est allé voir Charles Thom, qui, pendant 2 mois, il a fait un stage chez Charles Thom en 1916. Lui, il était spécialiste des moisissures. Lui, il étudiait comment on faisait du roquefort. Et donc, Charles Thom lui a dit, mais ça, c'est très intéressant, ce sont des actinomycètes. Et 1916, c'est une année très favorable pour Waxman parce que Charles Thom, Lippmann lui disent, écoute, c'est bien beau d'observer les micro-organismes, mais il faudrait s'intéresser à la chimie, notamment aux enzymes. Il faut absolument faire un stage en Californie. Et donc, il s'apprête, Waxman, à partir pour 2 ans en Californie, à Berkeley, mais il n'a plus du tout envie de partir tout seul, parce qu'il est tombé amoureux de la sœur de son meilleur copain d'école qui l'a suivi aux États-Unis. Et par conséquent, il va épouser très très vite cette femme, il n'a pas les moyens de faire la fête, et pour l'épouser, il faut qu'il soit naturalisé américain. Tout cela se passe en 1916. Il devient finalement célèbre au retour de la Californie, il commence à être tout à fait compétent et il est invité à faire un topo de pédologie au congrès de Rome. Et il est devenu suffisamment reconnu pour que les autorités du New Brunswick lui disent « Vous avez le droit d'aller pendant 6 mois en Europe, voir tous ceux qui éventuellement travaillent sur les mêmes sujets que vous. » Et à cette occasion-là, eh bien, Waxman va retourner dans son village natal. Et là, il découvre une énorme catastrophe. C'est-à-dire que c'est encore pire que ce qu'il a connu au temps des tsars. Maintenant, les gens crèvent de faim, les champs ne sont plus cultivés, les gens sont dans un état épouvantable. Et dans sa belle famille, dans sa famille, il y a des morts. Et il essaie d'inciter les gens à le rejoindre aux États-Unis, mais personne ne veut partir. Et puis, il y a 1929, eh bien voilà, la petite famille Waxman. Maintenant, il y a un garçon qui s'appelle Byron. C'est un enfant unique. C'est un enfant qui va faire une carrière prodigieuse. Il va devenir un des plus grands immunologistes américains. Alors, travailler les micro-organismes qui sont dans la Terre, c'est bien beau, mais Waxman se dit qu'il doit y avoir également des micro-organismes intéressants dans les fonds marins. Et c'est comme ça qu'il va créer le laboratoire de biologie marine dans une station qui existe déjà, une station marine à Woods Hole, à Cape Cod, au sud, enfin au niveau, vous voyez, au sud de Boston. Et il va être devenu vraiment un titulaire de l'université Rutgers. Il va être d'autant plus reconnu qu'en 1927, il a publié un livre sur, on va dire, la pédologie, qui fait grand bruit, qui est tout à fait reconnu. Il y aura de nombreuses éditions. En effet, qu'est-ce qu'on trouve dans le sol? Eh bien, on trouve des coccyes, on trouve des bacilles, on trouve des levures, et puis on voit cette espèce d'éléments filamenteux. Ce sont les fameux actinomycètes. Et donc, Waxman va vraiment se passionner
pour les actinomycètes. Alors, il rencontre, en 1924, lorsqu'il était à Rome, il a rencontré un Français qui s'appelle René Dubos. Et ce René Dubos, lui aussi, s'intéressait aux micro-organismes telluriques. Et René Dubos, bien, Waxman l'invite à venir travailler chez lui dans son laboratoire et il va travailler la dégradation de la cellulose, comme vous voyez là. Mais ils ne vont pas se perdre de vue totalement, même si Dubos part travailler à l'Institut Rockefeller. Ils vont se retrouver parce qu'en 1939, grand événement, il y a une publication de René Dubos qui annonce qu'il a trouvé un bacille qui sécrète une substance qui lise la coque du pneumocoque. Et cette substance, eh bien, il s'avère qu'elle est efficace pour traiter certaines infections. Ah, c'est une complète révolution. Waxman autorise d'employer le mot antibiotique. Et donc, il y avait bien sûr la pénicilline qui était découverte, mais cette pénicilline, d'abord, elle avait été découverte tout à fait au hasard. Comme vous savez, c'était une boîte de pétri qui était restée tout un week-end sur une table. Et donc, on avait trouvé des moisissures le lundi et on s'était aperçu que ces moisissures avaient l'air de repousser les agents pathogènes. Mais on n'a jamais exploité la pénicilline avant 40-41, lorsqu'on a voulu industrialiser vraiment la sécrétion du Penicillium notatum, ce que n'avait jamais réussi à faire Fleming. Donc, revenons à Waxman. Waxman, à ce moment-là, va essayer de chercher si ces fameux actinomycètes, ils ne sécréteraient pas une substance qui pourrait avoir le même effet que ce qu'a découvert Dubos. Et donc, il y avait 100 000 cultures d'actinomycètes. Toute l'équipe de Waxman s'est mise à travailler de façon très méthodique. Et là, on a isolé en 1943 la streptomycine. En 1944, cette streptomycine, on en confie un petit peu à un clinicien qui s'appelle Incho. Il en donne à quelqu'un, un homme qui a une infection urinaire. Et aux surprises, l'infection urinaire guérit bien, mais ce qui guérit pas, ce qui guérit, c'est tout à fait étonnamment la tuberculose rénale qu'il présentait aussi. Et donc là, évidemment, Waxman est prévenu, il refait des tests in vitro avec Schatz et on s'aperçoit que in vitro, en effet, la streptomycine arrive à détruire le bacille de corps. Donc c'est un grand événement. Incho et puis un vétérinaire, Feldman, se mettent à faire des expériences, cette fois-ci sur des cobayes qui ont été infectés par la tuberculose. Et comme vous voyez là, au bout de 49 jours, eh bien, tous ceux qui ont été traités sont pratiquement guéris, tandis que ceux qui n'ont pas été traités, ils sont morts ou très, très gravement atteints. Par conséquent, la streptomycine est efficace. Mais, oui, vous avez ça, c'est pas mal. Mais finalement, je peux aller à la bouteille. Oh, bah oui, on va prendre verre. Mais ceci encourage tout à fait à faire des expériences, cette fois-ci, sur l'humain. Et donc, il va y avoir les premiers essais sur l'humain qui vont absolument se faire à ce moment-là. Alors, ces premiers essais cliniques, eh bien, comme vous voyez, c'est toujours en particulier Incho qui va jouer un rôle très, très important. Il va y avoir, alors ça, c'est complètement nouveau, des essais randomisés, c'est-à-dire qu'il y a un tirage au sort. Il y a des gens qui ont une tuberculose pulmonaire, eh bien, on leur fait tirer au sort, ils ont la streptomycine ou ils n'ont rien. Mais ceux qui ont la streptomycine, la cinquantaine de streptomycine, ils vont beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et les autres, ils vont de plus en plus mal, et il y en a même qui meurent. Donc, il est certain que la streptomycine est efficace dans la tuberculose pulmonaire, et ceci incite les Américains à faire de très nombreux essais. Ils envoient même de la streptomycine au Royaume-Uni, où on fait les mêmes constats. Ceci étant, problème, c'est que la streptomycine, d'abord, eh bien, on n'arrive pas à en produire beaucoup. Ce sont les laboratoires Merck qui parviennent à produire de façon industrielle de la streptomycine, et ce qui également
est un constat terrible, c'est qu'on s'aperçoit que la streptomycine, ça ne guérit pas toutes les formes de tuberculose et que la streptomycine, dans de nombreux cas, eh bien, il y a une résistance à la streptomycine qui se développe de la part du BK. Alors, vous avez là toute l'équipe de Waxman avec sa petite équipe de recherche en 1947, invitée à la Société microbiologiste américaine. Je vais passer tout de suite à la suite et j'y reviendrai après. Finalement, le succès de la streptomycine est phénoménal et Waxman, qui était un homme non médecin, il avait du mal à ne pas rougir. Il reçoit le prix Lasker en 1948 avec René Dubos. Et puis, il y a un Français que beaucoup ne doivent pas connaître ici, Vincent Duvigneau, qui va avoir le prix Lasker aussi. C'est un biochimiste. Il aura le prix Nobel, mais ceci a été oublié. C'est un Français qui, lui aussi, va se faire naturaliser américain, tout comme René Dubos. Alors, en 1953, eh bien, Waxman reçoit le prix Nobel pour sa découverte de la streptomycine. Ça devient une célébrité mondiale. Il n'y a pas un endroit, un pays dans le monde qui ne veut pas accueillir Waxman et qui lui remet des décorations. Finalement, l'équipe de Waxman va continuer à travailler sur les actinomycètes et finalement, au total, ils vont découvrir 18 antibiotiques. Il y en a 2 qui ont précédé la streptomycine, mais ils étaient trop toxiques. Ils étaient utilisés par voie locale. Et puis, ils ont découvert, par exemple, la néomycine qui est utilisée encore en pommade. Donc, c'est un succès absolument extraordinaire. Et succès qui veut dire que finalement, Waxman va se mettre à écrire des livres qui vont avoir du succès. Vous voyez qu'il y a eu aussi la couverture du Time qui a honoré Waxman. Et évidemment, Waxman va mourir. Il va mourir en 1973. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'était qui est écrit sur sa tombe, « La terre s'ouvrira et apportera le salut ». Qu'est-ce qu'il entend par là? Eh bien, c'est parce que pour Waxman, dans la terre, il y a de véritables diamants. Et ces diamants, eh bien, ce sont ces bactéries, toutes ces bactéries qui sont capables de fabriquer des substances extraordinaires pour sauver les humains d'une infection. Alors, les honneurs, bien, vous voyez, il ne faut pas trop vieillir, parce que regardez, quand il est mort, le New York Times a indiqué qu'il était mort dans le tout petit bas de la page à droite. Donc, Waxman, il est oublié, même aux États-Unis. Il y a des timbres à son effigie en Gambie, en Italie, qui sont quand même faits. Et puis, une des raisons qui va faire que Waxman va être très, très contesté, c'est que ce fameux Albert Schatz, cet étudiant qui est resté 3 mois dans son laboratoire, va totalement contester la découverte de Waxman. Bien plus, il va l'attaquer en justice. C'est-à-dire qu'au départ, il s'entendait très bien. Comme vous avez vu, à chaque fois que Waxman publiait quelque chose sur la streptomycine, il mettait en premier nom Schatz. Mais au bout de 2-3 ans, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans la tête de Schatz, mais de toute façon, à ce moment-là, il s'est mis à vouloir la perte de Waxman. Et ici, vous voyez un livre qui est sorti en 2006. C'est l'année qui a suivi la mort d'Albert Schatz. Mais cette fameuse Inge, qui est une femme qui est devenue célèbre aux États-Unis parce qu'elle a écrit des livres, notamment parce qu'elle a eu une enfance terrible. Elle a été déportée à l'âge de 7 ans, ses parents aussi, et elle a été sauvée par les Américains. Elle était juive, hein, évidemment, et elle a été sauvée par les Américains qui ont dit, écoutez, on vous emmène aux États-Unis. Donc, elle est partie vivre aux États-Unis avec ses parents, et très rapidement, s'est perçu qu'elle était tuberculeuse. Elle avait contracté la tuberculose en camp de concentration avec une petite fille qui était avec elle incarcérée. Et elle a eu 3 ans de streptomycine avant finalement de s'en sortir. Évidemment, elle se sentait très, très redevable auprès des découvreurs de la streptomycine, mais Waxman était mort et Albert Schatz a fait du charme à Inge. Et finalement, ils ont écrit tous les 2 ce livre. Et dans ce livre, vous ne verrez pas une seule fois écrit le mot Waxman.
Waxman n'existe pas. Alors, ça a quand même été une contestation qui a indiscutablement fait du tort à Waxman. Et finalement, l'Université du Nouveau-Brunswick a décidé d'associer tous les deux à cette découverte, c'est-à-dire qu'il y a maintenant un musée Waxman et il y a une plaque en bas qui stipule que les co-découvreurs de la streptomycine, c'est donc Waxman et Schatz. Il faudrait quand même retenir les leçons de cette découverte. Bien, les leçons, c'est que d'abord, il y a eu une extraordinaire pugnacité de la part de Waxman depuis le début. C'est un homme qui travaillait énormément. Il avait une personnalité assez particulière. C'était un homme extrêmement timide. Donc, un homme extrêmement timide qui se retrouve une célébrité mondiale, c'était pas facile à vivre. Et puis, comme vous le voyez, c'est un homme qui a été contesté dans sa découverte, ce qui n'est pas tout à fait ordinaire, mais c'est un modèle finalement lorsqu'on veut. Il y a eu depuis des tas de contestations de paternité. Vous voyez que les paternités de découverte, ça peut être entraîné un véritable roman qui va durer très très longtemps. Et puis, évidemment que la streptomycine a eu des retombées financières considérables pour Waxman. Il a touché des royalties, mais il a fait en sorte aussi que Schatz reçoive des royalties. Avec ces royalties, eh bien, Waxman a développé des gestes humanistes très, très nombreux. Il a voulu aider notamment les pays pauvres. N'oublions pas que Waxman venait d'une famille très, très pauvre d'Ukraine. Et donc, je pense qu'il est tout à fait anormal qu'on oublie aujourd'hui toute l'œuvre de Waxman, alors que vous avez de nombreux écologistes qui font du compost. Je ne suis pas sûr qu'ils connaissent tous les micro-organismes qui se trouvent sous terre. Donc, il faudrait qu'ils lisent et Waxman et Dubos, qui sont certainement des précurseurs de l'écologie. Je vous ai parlé de la streptomycine. Je vais vous parler de la méningite. Quelqu'un a été sauvé de la méningite par la streptomycine, c'est moi. Et vous me voyez ici. Alors, ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler d'un sujet assez personnel, c'est que mon ami Patrice Debré, qui est un collègue de la Pitié-Salpêtrière, que j'ai fréquenté pendant 30 ans, nous avons parlé de la streptomycine et de Debré une fois en 30 ans. Et donc, il a écrit dans son livre sur la biographie de Robert Debré, un de mes collègues, la Pitié-Salpêtrière, s'en souvenait. Mais il n'avait pas pris de notes et il ne s'est pas souvenu de grand-chose et il a écrit des grosses bêtises. Entre autres que, par exemple, c'est en 1949 qu'ont débuté les essais du traitement de la streptomycine. Nous sommes à la Société d'histoire de la médecine et moi, mon professeur d'histoire disait toujours au lycée, les dates, ce sont les dates et ça compte. Donc les dates, eh bien, ce n'est pas 49. La deuxième erreur, c'est quand en 51, il dit première publication avec Jean Bernard. Avec tout le respect qu'on doit à Jean Bernard, ce n'est pas du tout Jean Bernard, c'est Étienne Bernard. Donc il y a un certain nombre d'erreurs comme ça qui font qu'il y a besoin de rectification. Et puis il y a aussi un autre besoin de rectification, c'est Neslof. Neslof qui a écrit toute une histoire des enfants malades et qui écrit que, mais c'est un peu masqué là, que Robert Debré, il était distant avec les enfants, il les vous voyez. Il va falloir qu'on en parle. Parce que j'ai passé 14 mois dans le service de Robert Debré, et donc j'ai une certaine expérience de ce qui se passait dans les relations entre les médecins et les patients. Alors, la méningite tuberculeuse vaincue, eh bien, on l'a pensé un temps parce qu'il y a eu un traitement d'un enfant d'1 an, on lui donne de la streptomycine et il ne meurt pas. C'est un événement majeur. 100% de morts quand on avait une méningite tuberculeuse. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Je crois qu'il est devenu débile mental et puis bon, mais peu importe, il avait été sauvé et ceci donc incitait fort à essayer de voir ce que pouvait faire la streptomycine en cas de méningite tuberculeuse. Et il y avait Mackintosh, qui est un important pédiatre de New York,
qui réunissait pratiquement toutes les informations concernant le traitement de toutes les formes de tuberculose par la streptomycine, eh bien, lui aussi, il était très sceptique en se disant la méningite tuberculeuse, c'est la seule forme de tuberculose qui ne peut pas être guérie par la streptomycine. Et pourtant, en 1948, Robert Debré, Henri-Édouard Brissot et Stephen Thieffry publient le traitement de la streptomycine dans la méningite tuberculeuse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 1946 et 1948? Eh bien, nous en venons à la France. Les Américains produisaient de la streptomycine, mais en quantité difficilement acceptable pour traiter tout le monde. Néanmoins, le quart de la production a été destiné à l'Europe dans 3 centres, en Belgique avec Dubois, en Italie avec Coqui et en France pour Étienne Bernard, qui était pneumologue, pour Mollaret, qui était à Claude Bernard. Et Waxman a dit, écoutez, faites des essais pour voir ce que ça donne chez vous. Et puis, Robert Debré a bénéficié d'1 kilo de streptomycine tous les mois pour faire des essais sur les méningites tuberculeuses. Parce que Robert Debré, il avait une idée, considérait que si les méningites tuberculeuses n'étaient pas bien soignées, c'est parce que la quantité de streptomycine qu'on administrait était insuffisante. Les enfants avaient une injection intramusculaire toutes les 4 heures, nuit et jour bien sûr, mais en plus, il y avait injection après ponction lombaire de streptomycine 1 fois, voire 2 fois par jour au début du traitement. Et c'est grâce à cela qu'il espérait un changement de pronostic et qu'il l'a obtenu du reste. Alors, comme vous voyez là, dans cette revue parue en 1947, en janvier 1947, vous voyez qu'on n'a pas de la streptomycine simplement parce qu'on en demande. Vous voyez que j'ai noté quelques petites choses. Vous voyez que seuls quelques centres sont agréés pour en recevoir. Vous voyez que chaque mois, il faut que le pharmacien indique combien on en a consommé dans le service en question. Vous voyez que chaque jour, il faut apporter le bocal d'urine à la pharmacie pour essayer de récupérer de la strepto dans les urines parce que c'est tellement précieux. Et vous voyez aussi que tous les mois, il faut faire un état clinique de l'enfant qui est traité pour savoir si vraiment qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est très, très, très rigoureux. Et moyennant cela, eh bien, il faut en donner, mais ça a un coût terrible. Regardez, la streptomycine, ça vaut plus de 500-550 euros le gramme. Le gramme, moi j'en recevais 1 gramme par jour. Donc le gramme, et donc ça veut dire que l'achat de la streptomycine par l'assistance publique, ça a représenté un coût double de la masse salariale. Je calculais avec les équivalences qu'on peut voir sur Internet, ça ferait à peu près 500 000 euros de streptomycine, de médicaments qui étaient payés. Voyez. Excusez parce que je vois. 350 millions d'euros. Millions, oui, bien sûr, excusez-moi. Oui. Et puis, quand on regarde ce qui se passe en 2022, quand on compare, eh bien, aujourd'hui, le prix total des médicaments, des dispositifs médicaux, ça représente que 7 fois moins que la masse salariale. Donc, vous voyez, c'était un sacrifice considérable dans une France qui était terriblement endettée. N'oublions pas que c'était le rationnement alimentaire encore à cette époque. Alors, il y a eu Robert Debré, donc va avoir 1 kilo de strepto par mois, et puis la France ne va pas fabriquer de streptomycine, même à la fin 1948. Rhône-Poulenc a installé à Vitry-sur-Seine une usine pilote, mais elle n'en produisait pas encore. Alors, dans le service de Robert Debré, comment ça se passait? Eh bien, les personnes importantes, ça a été son assistant, Henri-Édouard Brissot, qui était complètement jour et nuit à l'hôpital, même les jours fériés. Et le premier enfant qui a été soigné pour une méningite tuberculeuse, elle s'appelle Noël Dieu. Ça a été, évidemment, François s'est tout de suite emparé de la nouvelle et donc a annoncé qu'il allait bien.
Debré a été plus prudent, il a dit il est dans un état stationnaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, au mois de décembre, vous voyez là une publication dans le British Medical Journal, et il y a comme co-auteurs eh bien, Debré, Brissot et Henriette Noufflard. Tous les trois annoncent qu'il y a des enfants qui ont échappé à la mort en 1947. C'est une véritable révolution, au point que le titre de François, la méningite tuberculeuse est-elle vaincue? Alors, on en est loin, mais il y a un espoir qui se dessine. Et donc, dès 1950, donc c'est seulement 2-3 ans plus tard, vous voyez qu'il y a un congrès organisé par Robert Debré. Il y a des écrits de Brissot qui annoncent que la méningite tuberculeuse, on peut la soigner en monothérapie avec la streptomycine. Mais les Américains continuent à être sceptiques. C'est-à-dire que quand vous injectez de la streptomycine dans les espaces méningés, ça entraîne des conséquences graves. Et par conséquent, ils continuent à considérer qu'il ne faut pas le faire. Mais ils sont très pugnaces chez Robert Debré. Et ils vont publier en 1951 cet énorme résultat annonçant qu'il y a 133 survivants sur 262 enfants qui ont été traités, c'est-à-dire 50% de survivants. On parle de survivants. Qu'est-ce qu'on dit aux familles? On dit bah, c'est une rémission. Il y a eu d'ailleurs des récidives de méningite parce qu'on ne sait pas combien de temps il faut traiter les enfants, on ne sait pas quelle dose il faut donner, etc., etc. Et puis, par ailleurs, il y a, et on le constate, des résistances au traitement. Des gens qui, malgré le traitement, continuent à aller très mal. Il y a par ailleurs la toxicité de la streptomycine. J'en suis un exemple vivant. C'est-à-dire que l'oreille interne peut être détruite par la streptomycine. C'est-à-dire qu'il y a les surdités. Pratiquement, les enfants qui ont des injections intratécales sont très, très souvent sourds, deviennent sourds, et c'est une surdité irréparable. Et puis, ou bien ont des destructions de l'appareil vestibulaire, comme j'ai. Et pourtant, dans cette publication, Robert Debré dit, mais que voulez-vous faire? Quand un enfant est atteint d'une méningite tuberculeuse, il faut choisir entre la mort et la surdité. Alors, en 1951, il y a eu une grande nouvelle, c'est que mes parents ont reçu d'Henri-Édouard Brissot l'autorisation que Jacques Gonzalez puisse aller à l'école. J'allais avoir 10 ans. Pourquoi l'école? Et parce que c'était interdit, quand on avait une méningite tuberculeuse, de travailler, parce que faire travailler les méninges, ça entretenait la méningite. Donc, c'était totalement interdit aux enfants de lire, de travailler, d'apprendre quoi que ce soit. Interdiction d'aller à l'école, interdiction de leur apporter quoi que ce soit. Les enfants n'avaient pas le droit de s'amuser à lire quoi que ce soit. Donc, si vous voulez, là aussi, c'était une révolution. Alors, finalement, en 1964, quand on a fait le bilan 1944-1964, 20 ans de streptomycine, vous voyez dans ce fascicule qui est extrêmement important, il n'y a que seulement 4 co-auteurs. Ces co-auteurs, vous les connaissez, il y a Waxman, il y a Inchot, il y a celui qui a à New York colligé tous les résultats des traitements par streptomycine, et puis il y a Debré. Et Debré, dans son titre, il écrit non pas que la tuberculose, la méningite tuberculeuse est traitée pour la première fois, il écrit cured et pas cared. Par conséquent, elle est guérie pour la première fois. C'est-à-dire qu'il annonce à ce moment-là, en 1964, qu'il y a eu des enfants qui étaient guéris grâce à la streptomycine. Alors évidemment, depuis lors, des années 50, il y a eu le PAS, il y a eu le Rimifon, il y a eu la rifampicine, mais moi je reste sur cet épisode streptomycine et monothérapie. Et je vais vous parler maintenant de souvenirs beaucoup plus personnels, de choses qui n'ont jamais été montrées à qui que ce soit. Mon père, qui était aviateur, il faisait du cinéma amateur. Et avec l'autorisation de Robert Debré, eh bien, il a pu faire des films dans le pavillon Grancher pour distraire les enfants. Et là, vous voyez 2 infirmières, mais 2 infirmières, il y en a une qui n'est pas infirmière, peu importe, c'était la solidarité à l'époque, il fallait transporter les bidons de lait, eh bien, tout le monde s'y mettait. En bas, à droite, ben, c'est la surveillante générale qui donne à manger à un enfant.
Oui, pourquoi? Parce que manger, ça faisait partie du traitement. Dans la tuberculose, il fallait manger. Or, les enfants, ils étaient totalement anorectiques. La moindre bouchée, ça déclenchait des vomissements. Donc, forcer les enfants à manger, ça voulait dire qu'il fallait passer un temps infini. Or, dans le pavillon Grancher, eh bien, il y avait 3 personnes, il y avait les 3-8, 3 personnes le matin, 3 personnes l'après-midi, une personne la nuit. Donc, vous avez là des exemples. Mes parents étaient devenus les animateurs du pavillon. Donc, vous avez ici les enfants qui s'amusent à défiler les uns derrière les autres. Vous avez ici 2 enfants qui sont au premier plan, qui se tiennent par le bras, mais parce qu'ils ont des troubles vestibulaires. Vous voyez quelqu'un que vous apercevez au fond, là, avec un béret. C'est un garçon de 12 ans. Bien, lui, il est totalement sourd. Son père est maréchal ferrant et nous a fait croire qu'il entendait le marteau-pilon, mais en fait, c'était les vibrations du sol. Et là, vous avez un samedi-dimanche. Ah, vous voyez, dans ce samedi-dimanche, tout le monde est dans la cour à côté du pavillon Grancher. Quand je dis tout le monde, vous voyez qu'il n'y a pas grand nombre d'enfants. Vous voyez qu'il n'y a pas grand nombre d'adultes, parce que ces enfants, eh bien, ils étaient considérés comme perdus. Ils avaient besoin d'être traités pendant des mois et des mois. Ils étaient totalement abandonnés par leur famille qui était souvent loin, loin de Paris. Et en plus, ces enfants, ils étaient contagieux. Donc, ils étaient très dangereux. Alors, c'est comme cela, si vous voulez, on trouve la même correspondance avec ce qui s'est passé dans les EHPAD et Covid. C'est-à-dire qu'il y avait des enfants qui pouvaient mourir, qui n'avaient pas vu pendant des semaines la moindre personne de leur famille. Et puis, vous avez bien, le bonhomme que je suis, qui est en bas. Moi, ça fait déjà 1 an que je suis allongé pour une tuberculose vertébrale, et je serai encore allongé 3 ans de plus. Mais je suis heureux, je suis heureux. Alors, vous avez des souvenirs, des témoignages dont je veux vous parler, parce que cette période-là, elle est absolument fascinante. Elle est fascinante. Il y a Maurice Tubiana qui m'a envoyé une lettre m'indiquant qu'il avait été interne chez Debré à cette époque-là, en 1948, et donc qui raconte que c'était obligé pour les internes de passer dans ce pavillon, mais que tous le redoutaient parce qu'ils faisaient quoi? Ah, ils passaient leur temps à faire des ponctions lombaires, injecter de la streptomycine. Parfois, c'était pire parce que la streptomycine, il fallait l'injecter, elle ne passait pas dans les ménages. Il fallait faire des injections sous la nuque, en sous-occipital. Et même parfois, il y avait des enfants qui étaient passés en neurochirurgie, ils avaient été trépanés, où on injectait directement dans les ventricules cérébraux la streptomycine. Alors, si on pouvait faire tout cela, bah, c'était grâce à une neurochirurgienne que vous voyez là, Judith Lepeintre, que vous voyez là en photo. Alors, évidemment, il y avait des internes qui craquaient, et beaucoup, beaucoup d'internes qui craquaient. En particulier, je ne voulais pas mettre son nom, mais je peux quand même vous le confier, elle est sur les annuaires d'internat, donc c'est Maud Cousin. Maud Cousin, elle disait aux familles, la streptomycine, bon, il y a un sérum qui va venir de Roumanie qui va sauver vos enfants. Et puis, vous voyez, il y a les frères Polonowski, hein, qui faisaient, eux, des études bactériologiques sur les lapins, mais ils faisaient surtout, ils apportaient des friandises aux infirmières, puis est-ce que les infirmières, eh bien, elles en bavaient beaucoup. C'était elles qui tenaient les enfants quand on faisait des ponctions lombaires. Donc, si vous voulez, c'était très, très rude pour elles, elles assistaient à tout. Et puis, vous avez également Thérèse Plagnol, elle a écrit un livre, Une femme, un destin, en 2008. Et je suis tombé sur une phrase qui m'a complètement suffoqué, un souvenir de Thérèse Plagnol, qui raconte qu'en août 1948, le 14 août, elle est avec Robert Debré, elle a été invitée avec son futur mari au Madère, dans la propriété d'Indre-et-Loire. Et là, elle déjeune. Après le déjeuner, petite promenade dans le jardin. Et tout d'un coup, eh bien, Debré est appelé au téléphone. Au téléphone, un médecin de Sheffield qui lui dit écoutez, j'ai lu votre article dans le British Medical Journal. Ma fille de 2 ans fait une méningite et personne ne veut la soigner au Royaume-Uni. Elle est fichue. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Et Robert Debré dit je viens. Et le lendemain, le 16 août, eh bien, la petite Chéronne se retrouve à côté de moi, dans le box tout à côté de moi, dans le pavillon Grancher. Elle a ses parents qui sont là, qui ne parlent qu'anglais.
qui sont totalement démunis, qui ne s'attendaient pas à arriver si vite en France, qui ne savent pas où coucher, et ils vont rester chez mes parents pendant 13 mois jusqu'à la guérison de leur fille. Donc, c'est évidemment, Thérèse Plagnol ne sait pas tout cela. J'ai essayé de la joindre, mais elle n'a jamais pu me répondre. Et puis, je veux parler d'Henriette Noufflard, une interne très brillante de Robert Debré, qui a été envoyée à New York avec une bourse pour étudier la microbiologie fine de la tuberculose. Elle a travaillé avec René Dubos et Henriette Noufflard. J'ai pu la voir très régulièrement jusqu'à sa mort en 2004. Et Henriette Noufflard m'a raconté deux choses intéressantes. Bah, elle était chez Macintosh, et chez Macintosh, elle se promenait avec un ophtalmoscope, et les Américains n'avaient jamais vu ça. Un médecin qui regardait les fonds d'yeux des méningites tuberculeuses, en fait, il voulait regarder s'il y avait un tubercule de boucher. Mais il y avait aussi une autre anecdote qu'elle m'a racontée, c'est que le vouvoiement, elle m'a dit, mais c'était obligatoire chez Robert Debré de vouvoyer les enfants, parce que c'était une manière de les respecter. Et en effet, même les enfants de 2 ans étaient vouvoyés. Alors évidemment, je me souviens de Henri-Édouard Brissot disant à un enfant, est-ce que vous allez chaque jour au vase? Donc il fallait déjà comprendre ce qu'il voulait dire. Et puis la mère qui répondait, oui, oui, il va à la selle chaque jour. Donc voilà. Et puis une autre anecdote encore, cette fois-ci c'était avec Honor Vivian Smith, qui est une pédiatre anglaise, qui est venue au pavillon Grancher et qui est allée voir une petite fille. On lui a dit, cette petite fille, elle va beaucoup mieux. Elle dit, ah bon? How are you? Et la petite ne répond pas. Elle dit, vous voyez, elle va mieux, mais elle est débile. Donc voilà, si vous voulez, des anecdotes qui sont extrêmement intéressantes. Et je peux vous raconter tout cela grâce à tous ces gens qui m'ont cédé leurs archives, leurs souvenirs, leurs témoignages, et je les remercie vivement. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que j'ai été invité par Damien Bonnet, qui est un cardiopédiatre des enfants malades, qui m'a invité en 2013 parce qu'il allait se passer quelque chose pour le pavillon Grancher. Je vous en parlais tout à l'heure, mais il m'a invité à faire un historique du pavillon Grancher, étant donné que j'y avais été hospitalisé. Pavillon Grancher-Nouaille, 1921. Alors, je vous emmène vers les années 1920, aux enfants malades. Vous avez le Porsche, là, qui a été démoli en 2009. Vous avez le pavillon de l'horloge que vous voyez là au fond de l'allée, bordé par des tilleuls. Et vous voyez à gauche la flèche, là, c'est là où est construit le pavillon Grancher. Et à droite, c'est là où va être construit la clinique chirurgicale. Eh bien, cette clinique chirurgicale, la voici. Elle va être construite en 1941, inaugurée. C'est Ombredan qui voulait absolument que les enfants qu'il opérait puissent ne pas subir ce qu'on va dire aujourd'hui une maladie nosocomiale. Donc pour lui, il ne fallait pas que les enfants opérés soient dans des grandes salles communes. Il fallait que chacun ait son box. Donc il rêvait de box. Et justement, dans le pavillon Grancher, il y avait des box. De sorte que jusqu'en 1941, le pavillon Grancher ne recevait que des petits opérés. Mais en 1941, quand a été construit ce bâtiment, eh bien, finalement, le pavillon Grancher est devenu un pavillon médical. Vous voyez que ce bâtiment, il est construit façon hôpital Beaujon, c'est-à-dire qu'on passe des hôpitaux pavillonnaires à des bâtiments en hauteur avec des ascenseurs qui permettent d'aller d'un étage à l'autre. Et donc, il y avait des salles de radiologie, par exemple, au rez-de-chaussée. Il y avait d'autres endroits dans le même immeuble où on pouvait avoir des électroencéphalogrammes. Et bon, je ne vous rappelle pas Judith Lepin, qui était une élève de Clovis Vincent. Vous voyez ici ce fameux bâtiment. Il est en rouge brique, parce qu'évidemment, on ne peut pas voir sur la photo de gauche, et il est bien dans l'axe du pavillon Grancher. Alors, ce pavillon Grancher, eh bien, vous le voyez là, il y a des box centraux, il y en avait 20, donc 20 enfants hospitalisés, avec un couloir tout autour, et puis la porte de sortie, ben, elle est côté allée, c'est celle que vous voyez ici. Alors on mettait au premier étage les enfants qui étaient atteints de coqueluche et de rougeole, les méningites tuberculeuses occupaient tout le rez-de-chaussée. Je vous ai mis une flèche là, c'est la fenêtre par laquelle j'ai contemplé la destruction du pavillon de l'horloge, parce qu'évidemment, pendant 14 mois, j'ai pu voir des grues, et ça m'a fasciné, de voir des grues qui commençaient à monter le futur bâtiment destiné à Robert Debré.
À l'intérieur, eh bien, vous voyez, c'était des box avec ce couloir qui tourne tout autour. Alors, Grancher construit en 1921, Robert Debré, son bâtiment va être inauguré en 1955, mais entre les deux, on a construit un bâtiment en 1954. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, ils étaient tous les deux réunis par une passerelle. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que Jacques Gonzalez, devenu externe, se retrouve un jour de garde dans ce bâtiment. Et donc, je me retrouve avec des enfants qui avaient une polio et qui étaient en poumon d'acier. Je me retrouve avec des tétanos qu'il fallait surveiller dans le noir absolu et le silence total. Et puis, euh, je me suis aperçu que finalement, était en train de naître dans ce bâtiment-là la neuropédiatrie et la réanimation infantile. Et puis, je m'aperçois un beau jour, alors que je suis devenu professeur, je m'aperçois que quand on regarde le plan des enfants malades, eh bien, ne figure plus Grancher. Tout s'appelle maintenant Nouaille. Je suis assez surpris. J'écris au directeur en lui disant, mais attendez, vous ne savez pas ce qui s'est passé dans le pavillon Grancher. On peut pas méconnaître toutes les découvertes dans le pavillon Grancher. Et ça va être établi. Ça va être établi. Et pourtant, le pavillon Nouaille, je n'avais pas tellement de raison de m'en plaindre, parce que j'avais été aussi interne chez Nouaille. Et donc, chez Nouaille, j'avais fréquenté pendant 6 mois Marthe Gauthier, grande cardiopédiatre, et est reconnue comme ayant découvert aujourd'hui, contribué largement aux découvertes de la trisomie 21. Alors, ce bâtiment Nouaille, eh bien, il héberge, à partir de 1975, il héberge la cardiopédiatrie qui était installée à Bicêtre. Donc, il y a eu Ribière, il y a eu Cachaner, et donc Damien Bonnet qui m'a invité à parler de cette histoire. Mais pourquoi? Parce qu'en 2013, on devait détruire le pavillon Grancher. C'est aujourd'hui un héliport, alors Grancher, pour laisser la place à ce grand bâtiment que vous connaissez tous, le grand bâtiment Laennec. Et puis, vous voyez ce bâtiment en briques que vous voyez à gauche là, bah, vous le connaissez maintenant, c'est la clinique chirurgicale. Eh bien, lui aussi a été abattu. Alors, si le pavillon Grancher a disparu, la tuberculose, elle, demeure en 2024. Et donc, il y a eu une émission en 2014 avec des gens prestigieux qui se sont dit, mais attendez, la tuberculose, quand est-ce qu'on va s'en occuper? Ils n'ont été entendus par personne. Et aujourd'hui, eh ben, on peut considérer que la tuberculose persiste, comme vous allez le voir, de façon très, très intense. Et Debré y a joué un rôle très, très important dans cette disparition de la tuberculose en France, disparition telle qu'aujourd'hui, pour les Français, ça n'existe plus. J'ai encore combien de minutes? 10 minutes. Oh. Donc, je vais pouvoir vous parler d'un petit peu en détail de tout cela. Donc, en 1946, eh bien, Debré avait créé ce qui allait devenir plus tard l'UNICEF, l'UNICEF qui a reçu le prix Nobel, et d'ailleurs, Robert Debré a été un des 2 récipiendaires pour cette grande manifestation. Et donc, Robert Debré, il a créé en 1949, avec les moyens dont il disposait, et là, avec ce fonds, ce FIS, il a créé le Centre international de l'enfance qui était installé dans le château de Longchamp. Dans ce château de Longchamp, on instruisait les gens sur la médecine sociale, c'est-à-dire les cadres de santé qui se trouvaient vivre dans des pays en guerre, dans des pays particulièrement pauvres. On leur apprenait ce qu'il fallait faire pour, en particulier, éviter la tuberculose, et puis aussi pour la soigner, et aussi pour vacciner les enfants pour prévenir les formes graves de tuberculose. Donc, on a travaillé le BCG avec René Dubos. Et vous voyez, on a fait disparaître cette institution, plus personne ne la connaît. Le BCG, bien, on ne vaccine plus depuis 2007, sauf cas exceptionnel. Et donc, oui, alors là, je vais avoir du mal à lire les chiffres. Et donc, il y a actuellement une reprise de la tuberculose en France. Il y a, comme vous voyez là, un peu plus de 4700 cas chaque année. Il y a un rebond avec des enfants
qui se retrouvent touchés avec une tuberculose. Pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? Bien parce que, d'une part, il y a les gens qui sont immunodéprimés. Alors, on peut être immunodéprimé parce que on est séropositif au VIH. On peut être immunodéprimé parce qu'on a une hémopathie maligne et on a besoin, dans ce cas-là, on a une aplasie médulaire. Donc, ces situations-là exposent à des infections nosocomiales et en particulier à des tuberculoses. Et puis, il y a les réfugiés, on va y revenir. Donc, si vous voulez, il est extrêmement important de ne pas oublier que la tuberculose, en France, elle existe encore et il y a deux préoccupations dont on va parler maintenant. C'est que quand vous regardez l'incidence de la tuberculose dans le monde, vous voyez qu'il y en a beaucoup, notamment dans les pays africains, vous voyez qu'il y en a beaucoup en Asie, vous en voyez dans 2 pays d'Amérique du Sud, mais ce que vous voyez mal, c'est que l'endroit où il y en a énormément, c'est la Russie et l'Ukraine. Et c'est en Russie et en Ukraine qu'il y a le taux le plus fort de tuberculose résistante à tous les traitements. Donc, cette menace, elle est à nos portes. Elle est à nos portes, d'autant qu'en France, on ne vaccine plus contre la tuberculose. Elle est à nos portes et cela veut dire que l'OMS, qui lance des appels chaque fois au 24 mars, parce que c'est en souvenir de la découverte du BK par Koch, eh bien, l'OMS a beau lancer des alertes, ça ne suffit pas. Vous voyez, il y a 1,4 million morts de tuberculose chaque année, c'est-à-dire c'est la pathologie qui tue le plus en matière d'infection dans le monde. Et il y a des enfants qui meurent, 15% d'entre eux meurent, 1 million d'enfants touchés chaque année. Donc, c'est un problème majeur complètement négligé. Alors, d'ailleurs, quand vous regardez ce qui se passe entre 2000 et 2020, vous voyez que le nombre de tuberculeux reste stable. Vous avez une décroissance là. Cette décroissance, elle est liée à la période Covid. Quand il y a eu la période Covid, on détectait moins dans les pays pauvres, on soignait moins. La mortalité, bah, oui, on disait qu'il y avait des morts de Covid. Bon. Et donc, si vous voulez, en fait, la Covid a masqué complètement le problème de la tuberculose qui reste prégnant. Alors, je voudrais que soit retenu le nom de Waxman, parce que, en dépit de tout ce que pu faire contre lui Albert Schatz, c'est un pionnier fantastique et c'est quelqu'un qui a changé, qui a été à la source d'une véritable révolution médicale. Il faudrait magnifier Robert Debré. On parle toujours de sa réforme, mais Robert Debré, en 1948, c'était un homme déjà absolument extraordinaire. Il avait 66 ans. Et cet homme, à 66 ans, eh bien, il exerçait à plein temps. Ses assistants, comme Henri-Édouard Brissot, venaient tous les jours à l'hôpital, plusieurs fois par jour, et y compris jours fériés. Il y avait également une incitation à faire de la biologie. Il était microbiologiste lui-même, Debré, mais il a demandé à Costil de s'occuper beaucoup de la bactériologie. Planiol, dont vous avez parlé tout à l'heure, il l'a incité à s'occuper de l'électroencéphalographie. Il y a eu un développement de la recherche qui a été considérable et qui l'encourageait. Il a payé des bourses à ses internes les meilleurs pour qu'ils aillent travailler aux États-Unis. Je veux dire qu'il avait déjà une pensée globale sur la manière dont devait travailler un hôpital aujourd'hui. Et par conséquent, et puis dans le domaine architectural aussi, il y avait une volonté de changer les choses. Mais j'ajouterai à tout cela qu'il a joué un rôle très important dans le domaine de la médecine sociale, parce que la pauvreté, c'est la tuberculose, mais la pauvreté, ce n'est pas que la tuberculose. Donc, il a joué un rôle très, très important et cet aspect-là reste méconnu. Et puis, bah, vous n'allez pas être surpris, le but de mon propos, c'est d'essayer d'éveiller les consciences
sur la gravité persistante de la tuberculose dans le monde. Alors, j'ai écrit un livre que vous pourrez acheter tout à l'heure ou plus tard, comme vous voulez, mais l'enfant que j'étais vous dit au revoir, et puis moi, je vous dis merci pour votre attention.